Alors, pour commencer, j'ai une histoire en tête. Un ami d'un ami, on va l'appeler Dave, hein. D'accord. Dave, il voyage beaucoup pour son travail. Et récemment, il était à Atlantic City. Après sa journée, il lui restait un peu de temps avant son vol, donc il va dans un bar. Classique. Il vient de finir son verre, et là, il y a une femme, très séduisante, qui s'approche et lui propose de lui en offrir un autre. Bon, il est flatté, il accepte. Bien sûr. Elle revient avec 2 verres, il la remercie, il boit une gorgée, et là, trou noir. Ah, Il se réveille plus tard, il est complètement désorienté, dans une baignoire d'hôtel, remplie de glace. la fameuse baignoire. Exactement. Il panique un peu et regarde autour de lui, et il voit une note manuscrite. Ne bougez pas, appelez le 911. Glaçant. Juste à côté, il y a un téléphone. Avec les doigts tout engourdis, il compose le numéro. L'opératrice, au bout du fil, elle a l'air étrangement calme, presque comme si elle avait l'habitude. Mhm. Elle lui dit: Monsieur, passez lentement votre main dans votre dos. Est-ce que vous sentez un tube qui sort du bas de vos reins? Oh non. Terrifié, il vérifie. Et oui, il y a bien un tube. Et l'opératrice reprend: Surtout ne paniquez pas, mais l'un de vos reins a été prélevé. Il y a un réseau de trafic d'organes ici. Les secours sont en route. Restez immobile. C'est l'horreur absolue. C'est ça. Et cette histoire, on l'entend une seule fois. Et on peut la raconter presque mot pour mot des heures plus tard. Elle s'accroche à l'esprit. Les auteurs des sources qu'on analyse aujourd'hui, ils appellent ça une idée qui colle. Oui, elle colle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour le plaisir du contraste, tiens, écoutons juste un petit extrait d'un rapport d'une ONG. Ah oui, je vois où on va. Ça dit: la construction communautaire globale se prête naturellement à une logique de retour sur investissement qui peut être modélisée. Je continue. Non, non, c'est bon, merci. Mon cerveau a déjà démissionné. C'est quand même fou, non? C'est l'opposé total. Comment une légende urbaine qui est complètement fausse peut être aussi contagieuse alors que des idées super importantes comme celle de cette ONG, ben c'est impossible à retenir. C'est exactement la question au cœur de notre discussion aujourd'hui, qui se base sur des extraits du livre Made to Stick de Chip et Dan Heath. On va essayer de décortiquer ça. Pourquoi certaines idées survivent et d'autres meurent? D'accord. Et pour y arriver, il faut d'abord identifier l'ennemi. L'ennemi numéro un de la communication. Les auteurs l'appellent la malédiction du savoir. La malédiction du savoir. C'est une idée toute simple en fait. Une fois qu'on sait quelque chose, ça devient presque impossible d'imaginer ce que c'est de ne pas le savoir. On est comme piégé par notre propre connaissance. Ça me parle, mais c'est encore un peu abstrait. Concrètement, ça ressemble à quoi? Alors, il y a une expérience géniale qui a été menée à Stanford pour illustrer ça. On l'appelle l'expérience des tapoteurs et des auditeurs. Tapoteur et auditeur, d'accord. On divise des gens en deux groupes. Les tapoteurs reçoivent une liste de 25 chansons ultra connues. Genre, joyeux anniversaire. Exactement. Joyeux anniversaire, au clair de la lune, ce genre de choses. Ils en choisissent une et ils doivent en taper le rythme sur une table. En face, les auditeurs doivent juste deviner la chanson. Simple, non? Ça a l'air simple, oui. Je me dis qu'avec des chansons aussi connues, ça devrait bien marcher. C'est ce que les tapoteurs pensaient. On leur a demandé de prédire le taux de réussite. Ils ont estimé que les auditeurs trouveraient une fois sur deux. Donc 50%. Et le résultat réel? 2,5%. Quoi? Seulement 2,5%. C'est un décalage énorme. Énorme. Sur 120 chansons, seulement 3 ont été devinées. Mais pourquoi? Parce que le tapoteur, quand il tape ta 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 ta, il a la mélodie dans la tête. Ah, d'accord, oui. Pour lui, le rythme est inséparable de la musique, des paroles, c'est évident. Mais pour l'auditeur, lui, il entend quoi? Juste des coups sur une table, une sorte de code morse aléatoire. Le tapoteur est incapable de désentendre la mélodie. Et c'est ça la malédiction du savoir, c'est le piège dans lequel on tombe tous. D'accord, là, l'image est incroyablement claire. On est tous des tapoteurs persuadés que notre rythme est limpide. Alors comment on fait pour surmonter ça? Comment on fait pour que les autres entendent la mélodie? Les auteurs proposent une sorte de guide. 6 principes regroupés sous l'acronyme SUCCESS. Aujourd'hui, on va se pencher sur les 3 premiers. Simplicité, inattendu et concret. Parfait. Alors allons-y avec la simplicité. J'imagine que ça ne veut pas juste dire faire court. Non, simple ici, ça ne veut pas dire simpliste. Il s'agit de trouver le cœur, l'essence de l'idée. C'est un vrai travail de distillation. D'accord. L'armée américaine a un concept qui illustre ça parfaitement. L'intention du commandant. L'intention du commandant. C'est-à-dire? Sur un champ de bataille, c'est le chaos. Les plans les plus détaillés y volent en éclats en 5 minutes. Oui, j'imagine. Donc au lieu de donner des centaines d'ordres super rigides, chaque plan de mission commence par une seule phrase, très claire. L'intention du commandant. Par exemple,
Mon intention est que le 3e bataillon tienne la colline 4305 pour protéger le flanc de la 3e brigade. C'est tout. Mais si le plan initial échoue, est-ce que ça ne risque pas de créer encore plus de désordre si tout le monde improvise? C'est tout l'intérêt. Le plan peut échouer, mais l'intention, elle reste. Chaque soldat, du général au simple fantassin, sait quel est le but final. Si le pont qu'il devait traverser est détruit, il s'arrête pas en attendant de nouveaux ordres. Ils trouvent un autre moyen. Exactement. Ils savent qu'ils doivent quand même prendre cette colline. Ça leur donne l'autonomie et le cadre pour improviser. Mais intelligemment. C'est la différence entre donner des instructions pas à pas et donner une destination claire sur une carte. Je vois. Ça a du sens pour l'armée, mais dans le monde de l'entreprise, comment ça se traduit, Écart? Les meilleurs le font. Prends Southwest Airlines. Depuis des décennies, leur intention du commandant, c'est nous sommes la compagnie aérienne à bas prix. Pas une des compagnies, la compagnie. Précisément. Et il y a une anecdote géniale là-dessus. Imagine une employée du marketing qui propose d'ajouter une salade César au poulet sur les vols Dallas-Houston. Ça semble être une bonne idée, non? Pour améliorer l'expérience client. Peut-être. Mais un employé de Southwest, il n'a pas besoin de faire une analyse de coûts sur 50 pages. Il se pose une seule question. Est-ce que servir une salade César nous aide à être la compagnie aérienne à bas prix? Et la réponse est non. Évidemment non, ça ajoute de la complexité, du temps, des coûts. Donc, pas de salade. C'est un guide de décision incroyablement puissant qui aligne tout le monde. Donc, trouver le cœur de l'idée, c'est la première étape. Mais ça sert à rien si personne n'écoute. C'est là que le deuxième principe entre en jeu, j'imagine. L'inattendu. C'est exactement ça. Le premier défi, c'est de capter l'attention. Et le moyen le plus fiable de le faire, c'est de briser un schéma. Comme le bruit du frigo qu'on remarque seulement quand il s'arrête. Voilà. Pour attirer l'attention, il faut que le frigo se mette à chanter l'opéra. J'adore l'exemple qu'il cite de l'hôtesse Dallaire. Franchement, je suis le premier à ignorer les consignes de sécurité. Mais elle, je l'aurais écoutée. Ah oui, elle est excellente. Elle commençait son annonce par Si par hasard vous n'êtes pas monté dans une automobile depuis 1965, voici comment attacher votre ceinture. Et elle terminait par Il y a peut-être 50 façons de quitter son amant, mais il n'y a que 6 issues de secours sur cet appareil. Et le résultat, c'est que les gens ont ri, ils ont écouté et ils ont même applaudi. Elle a brisé le schéma de l'annonce de sécurité ennuyeuse. La surprise est une émotion qui pirate notre attention. Hmm. Quand nos prédictions sur le monde échouent, notre cerveau se met en alerte pour comprendre pourquoi il s'est trompé. La surprise force la concentration. Mais il y a un risque que ce soit juste un gadget, non? On surprend pour surprendre, et à la fin on retient pas le message. Absolument. La surprise pour le spectacle, c'est inutile. Une pub du Super Bowl montrait des loups qui attaquaient une fanfare. Très surprenant. Personne ne se souvient de la marque. D'accord. Pour être efficace, la surprise doit révéler quelque chose d'essentiel. L'exemple le plus puissant, c'est une pub pour le minivan Enclave. Ah oui, je crois voir laquelle. Elle est brutale. Elle l'est. Elle commence comme n'importe quelle pub pour une voiture familiale, un couple, les enfants, la musique douce. La voiture roule tranquillement. Et puis, sans prévenir, une autre voiture déboule et la percute de plein fouet. Le choc est total.
Mais il y a un risque que ce soit juste un gadget, non? On surprend pour surprendre, et à la fin, on retient pas le message. Absolument. La surprise pour le spectacle, c'est inutile. Une pub du Super Bowl montrait des loups qui attaquaient une fanfare. Très surprenant. Personne ne se souvient de la marque. D'accord. Pour être efficace, la surprise doit révéler quelque chose d'essentiel. L'exemple le plus puissant, c'est une pub pour le minivan Enclave. Ah oui, je crois voir laquelle. Elle est brutale. Elle l'est. Elle commence comme n'importe quelle pub pour une voiture familiale, un couple, les enfants, la musique douce. La voiture roule tranquillement. Et puis, sans prévenir, une autre voiture déboule et la percute de plein fouet. Le choc est total. Un fracas de métal, l'écran devient noir et un texte s'affiche. Vous ne l'aviez pas vu venir. Un autre texte, personne ne le voit jamais. Et le message final, attachez votre ceinture, toujours. C'est terriblement efficace, c'est sûr. C'est efficace parce que la violence de la surprise sert directement le message. L'idée, c'est que les accidents sont, par définition, inattendus. La pub te fait vivre cette rupture de schéma de façon viscérale. La surprise, ce n'est pas un gadget, elle est le message. D'accord, je vois la différence. Et l'histoire du service client de Nordstrom, c'est un autre exemple de surprise qui redéfinit un message, c'est ça? C'est l'exemple parfait. On a tous une idée de ce qu'est un bon service client. L'histoire raconte qu'un client entre chez Nordstrom pour se faire rembourser un jeu de chaîne de pneus. Le vendeur le rembourse sans discuter. Bon, c'est un bon service. Ok. Sauf que, le détail inattendu, c'est que Nordstrom n'a jamais vendu de chaîne de pneus de toute son histoire. Attends quoi? Il a remboursé un produit que le magasin ne vend même pas? Et voilà la surprise. Cette histoire, elle pulvérise notre schéma du bon service client. Elle le remplace par un schéma beaucoup plus radical, propre à Nordstrom, rendre le client heureux, quoi qu'il en coûte. C'est tellement inattendu que ça redéfinit la norme. C'est vrai que cette histoire est bien plus puissante qu'un slogan abstrait comme le client est roi. Elle est concrète. Et j'ai l'impression que ça nous amène directement au troisième principe. Exactement. Le concret. On peut commencer avec une histoire qui a 2500 ans, le renard et les raisins d'Ésope. Ah oui. Un renard affamé voit des grappes de raisins qui ont l'air délicieuses. Il saute, mais elles sont trop hauts. Finalement, épuisé, il s'éloigne en mormonnant. De toute façon, ils sont sûrement trop verts. Et de là vient l'expression trouver que les raisins sont trop verts. Et pourquoi cette expression a survécu 2 millénaires et demi? Parce qu'elle n'enseigne pas un concept abstrait comme la dissonance cognitive. Elle est ancrée dans des images que notre cerveau adore. Un renard, des raisins, l'action de sauter. Notre cerveau est câblé pour se souvenir du concret, du tangible. C'est l'inverse absolu du jargon qu'on a entendu au début. Il n'y a ni renard ni raisin là-dedans. Et l'exemple le plus extraordinaire de la puissance du concret, pour moi, c'est celui de cette enseignante, Jane Elliott, en 1968. Ah oui. Le lendemain de l'assassinat de Martin Luther King Jr., elle enseigne dans une petite ville de l'Iowa entièrement blanche. Elle veut expliquer la discrimination à ses élèves de CO2, mais le mot discrimination, c'est trop abstrait pour eux. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend le concept brutalement concret. Elle divise sa classe en deux, les enfants aux yeux bleus et ceux aux yeux marrons. Le premier jour, elle annonce que les enfants aux yeux marrons sont supérieurs, plus intelligents, plus propres. Et les enfants aux yeux bleus deviennent inférieurs. Voilà. Ils doivent porter un collier en tissu pour qu'on les reconnaisse de loin. Et l'effet a été immédiat et terrifiant. Des enfants qui étaient amis la veille se sont mis à se détester. En un quart d'heure, ils sont devenus méchants et vicieux, selon ses propres mots. Les supérieurs se moquaient des inférieurs, qui devenaient timides, soumis. 1 minute et demie pour un exercice, en met 5 minutes et demie le jour où il est inférieur. Quand elle lui demande pourquoi, il répond « J'arrivais pas à arrêter de penser à ce collier ». Le lendemain, elle a inversé les rôles. C'est une histoire d'une puissance. On ne peut pas l'oublier. Et c'est là qu'intervient ce que les auteurs appellent la théorie du velcro de la mémoire. Notre mémoire, c'est pas un classeur, c'est une surface de velcro. Pour qu'une idée s'accroche, il lui faut des crochets. Et les idées abstraites sont lisses. Exactement, elles glissent. Mais les idées concrètes sont couvertes de crochets sensoriels, émotionnels. L'expérience de Jane Elliott n'a pas défini le mot préjugé. Elle a créé des dizaines de crochets inoubliables pour cette idée. La sensation du collier, le regard méprisant d'un ami. 20 ans plus tard, ses anciens élèves s'en souvenaient parfaitement. C'est fascinant. Alors, si on résume, ces trois premiers principes sont des outils pour combattre cette malédiction du savoir. D'abord, la simplicité. Trouver le cœur de l'idée. Comme Southwest Airlines et sa salade au poulet. Ensuite, l'inattendu. Briser les schémas.
mais pour révéler une vérité essentielle, pas juste pour le spectacle. Comme la pub choc pour le minivan, la surprise et le message. Et enfin, le concret. Ancrer nos idées dans des images, des actions, comme Jane Elliott qui a rendu la discrimination tangible. Au fond, il s'agit de traduire nos idées, de passer de notre langage d'expert, où la mélodie est dans notre tête, à un langage que tout le monde peut, non seulement entendre, mais aussi ressentir. Pour finir, j'aimerais lancer une dernière piste de réflexion. Les sources suggèrent une idée assez contre-intuitive sur la créativité. Une étude a montré que 89% des publicités primées pouvaient être classées en 6 modèles de base. Donc, les pubs les plus créatives étaient en fait les plus prévisibles dans leur structure. Exactement. Ce qui soulève une question pour quiconque veut faire passer une idée. Est-ce que la créativité, pour rendre une idée collante, c'est vraiment un éclair de génie imprévisible? Ou est-ce que c'est plutôt l'application rigoureuse et intelligente de modèles qui ont déjà fait leurs preuves?